Salut et bienvenue sous le soleil et dans le vent de Bugarache. Pour parler un peu d'Europe, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, à quoi ça sert, ce qu'on peut en faire, pourquoi et comment. C'est parti. À quoi sert l'Europe? Cette Europe-là, j'entends, hein. Politique, juridique, institutionnelle, administrative et tout le bordel. À quoi elle sert? À rien. Enfin, pour nous. Qu'est-ce que l'Europe a fait pour les peuples? Que dalle, hein. Qu'est-ce que l'Europe a fait pour honorer son mandat, qui est de garantir le respect des droits humains, hein, des droits fondamentaux dans toute l'Europe. Ça, c'est la charte des droits fondamentaux, hein, qui fait partie des traités en vigueur de l'Union européenne. Donc, si elle a un but, si elle a un sens, si elle a une vocation, cette Europe, et ben, c'est d'appliquer la putain de déclaration des droits de l'homme de 1789, 93 et 48, 1948. Donc, elle le dit, mais elle le fait pas. Et elle fait l'inverse. Pour ça, c'est une histoire sur laquelle on va revenir un peu. Sur la manière dont ça se passe, et puis sur la manière dont ça pourra se rectifier, en fait, pour que les droits fondamentaux et la qualité de vie des Européens soient pris en compte, en fait. C'est quand même ça le but. Le président de la Commission européenne en 93, Jacques Delors, disait que les Européens sont intelligents et ils ne seront pas satisfaits si on leur dit que le projet européen se réduit à un marché. En effet, on n'a pas tous une âme de marchand de tapis, et donc le marché, on en a rien à foutre, en fait. Si dans les 10 ans qui viennent, nous ne sommes pas capables de découvrir une âme à cette Europe en construction, nous aurons perdu la partie. Une âme. Alors, ça aussi, on va y revenir un peu sur les moyens de, pas de découvrir une âme, enfin, simplement enfin, oui, pour certains de la découvrir, parce qu'ils sont pas au courant qu'il y en a une, a priori. Oui, reconnaître et puis assumer, c'est quoi l'âme de l'Europe, ce qu'est l'âme de l'Europe. On va voir que ça réside pour une bonne part, effectivement, dans la déclaration des droits, hein, et dans la philosophie du droit naturel, dont découlent les droits humains. Mais c'est ce qui faisait dire aussi à Delors que cette Union européenne était un animal politique non identifié. Parce que c'est a priori, hein, c'est la première fois dans l'histoire, qu'on a une construction politique, mais qui ne répond pas à des buts politiques. Les buts politiques sont des buts de puissance, de domination, et alors que la logique juridique, elle, se contente de dire le bien, le bon, le juste, le vrai, à charge ensuite pour les politiques d'en tenir compte et de l'appliquer. Mais l'Europe est un animal politique non identifié aussi, en ce sens que elle ne dispose pas d'une force armée, d'un pouvoir de coercition, d'une force contraignante pour faire appliquer les décisions juridiques. Donc, ce qui fait que sur un plan juridique, l'Europe est la première construction politique du monde qui obéit et qui se soumet à des principes, à des valeurs juridiques. Donc, ils ne sont pas des valeurs politiques de puissance ou de contrôle et de domination. Donc évidemment, entre les deux, ça circule pas, puisque le juridique te dit c'est quoi le bien, le vrai, le juste, qu'on soit d'accord ou pas, mais bon, il le dit, après on peut discuter, et le politique derrière, il s'en fout. Il n'en tient pas compte, lui, puisqu'il reste bloqué dans une mentalité qui a des objectifs de puissance uniquement à remplir. Et puis en l'occurrence, il s'avère qu'en plus, la puissance dont il s'agit en termes de politique européenne ne concerne pas la puissance des Européens, mais bien plutôt la puissance des Américains pendant longtemps, mais aussi et surtout la puissance des multinationales, des banquiers, des financiers, et puis de tout l'ensemble des forces, disons, mondialistes. Hein, c'est la puissance de ces forces-là qui s'attaquent à l'Europe depuis qu'elle existe, c'est même elles qui ont constitué cette Europe-là, de manière à s'en servir pour continuer à détruire les peuples et les cultures, et à imposer leur espèce de domination mondiale complètement malsaine et dégénérée. Donc cette Europe a commencé en 1951, hein, avec les traités de la CECA, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier.
avec pour projet, hein, le but c'était de substituer aux rivalités séculaires, en particulier entre la France et l'Allemagne, une fusion de leurs intérêts essentiels. C'est-à-dire que pour éviter que les Français et les Allemands se tapent sur la gueule, on va fusionner leur sidérurgie et leur industrie métallurgique. Comme ça, ils pourront plus fabriquer des canons et des armes chacun de leur côté. Il faudra qu'ils se mettent d'accord avant de pouvoir se foutre sur la gueule. C'est un raisonnement complètement stupide, mais qui est quand même le raisonnement officiel qui a présidé à la fusion des sidérurgies des 6 premiers pays, pour le coup à l'époque, hein, donc France, Allemagne, Italie, Benelux, qui, au prétexte donc de mettre fin à la guerre, ont décidé de mettre en commun les industries minières, métallurgiques. Il fallait vraiment avoir une idée derrière la tête. Et la paix, bien entendu, n'a été qu'un prétexte. L'idée derrière la tête, c'était de museler la puissance, pour le coup, industrielle européenne, au profit, évidemment, de l'industrie de l'armement américaine. Donc il s'agissait de mettre en commun ce qui avait d'abord fait l'objet de conflits, les attributs de puissance industrielle et militaire, le charbon, l'acier. Comme si cela pouvait empêcher le pays de continuer à se fabriquer des armes et de s'en servir, ou de les vendre. Stupidité donc qui a permis de faire passer l'une des quenelles du siècle, hein, véritablement, qui était de mettre la France et l'Allemagne devant le fait accompli d'une communauté européenne, que ces deux pays n'avaient pas décidé. Donc communauté économique d'abord, militaire ensuite. Parce qu'après le charbon et l'acier, ils avaient prévu de fusionner les armées nationales pour faire une communauté européenne de défense. Et pourquoi faire ? Pour servir de protectorat ou de colonie américaine face à la Russie et à l'Union soviétique. Une vulgaire marche de l'Empire américain face à l'Empire russe selon un projet conçu par la CIA et le secrétaire d'État Dean Axon, qui ont utilisé pour cela Jean Monnet d'abord et Robert Schuman ensuite pour porter le projet dans le gouvernement français et le présenter officiellement à la presse et au public en 1950 lors d'une conférence de presse burlesque à laquelle Schuman n'a même pas assisté, puisque après avoir lu cette fameuse déclaration Schuman qu'il n'a pas écrite, il s'est barré sans répondre à aucune question tellement il n'avait rien à en dire puisqu'il ne l'avait pas écrite. La CECA est donc passée par surprise, mais le versant militaire du projet, en revanche, lui, a été retoqué 4 ans plus tard. Les gaullistes et les communistes ont fait front commun pour abattre cette CED, cette communauté européenne de la défense. Il n'y aura donc pas d'Europe politique puisqu'elle n'a pas de force armée à sa disposition. Il n'y a pour l'instant qu'une Europe juridique. C'est pas rien non plus, ça, on va y revenir. Il est faux donc de dire que Jean Monnet ou Robert Schuman voulaient l'union économique pour mettre fin à la guerre en Europe et à la violence entre les États européens, donc de manière structurelle et permanente, grâce à l'économie et au commerce. Cette vieille stupidité libérale. Et ils se foutaient de la paix, ils étaient au service d'un projet militaire, en l'occurrence américain et mondialiste. C'était donc des traîtres. Mettre fin à la guerre en Europe, c'est d'ailleurs la même connerie que la GWOT, la Global War on Terror. On ne combat pas la guerre ou le terrorisme ou le changement climatique, mais on s'occupe de leurs causes. Et les causes des dernières guerres en Europe, elles sont la volonté, que ce soit la guerre franco-prussienne de 70, et puis évidemment les deux guerres mondiales, mais ainsi que la guerre de sécession aux États-Unis. Ces guerres-là ont été causées par la volonté de puissance et d'hégémonie, pour le coup, impériale et mondiale, de la mafia bancaire et financière mondialiste. Donc les mêmes qui avaient organisé les 2 guerres mondiales ont aussi inventé, 10 ans après, même pas, cette Europe-là à la con, soi-disant pour en finir avec la guerre. Bien sûr, oui, ça va de soi. Le seul moyen d'empêcher la guerre en Europe, bande de cons, c'est que la mafia mondialiste et ses innombrables relais soient mis hors d'état de nuire. Pacifiquement, on s'entend. Il se trouve que les peuples européens avaient déjà intégré l'idée que la guerre, désormais, ne pouvait plus exister que pour 2 seules raisons. Comme l'a dit le général Smedley Butler, qui sont la défense de nos foyers et la défense de notre déclaration des droits. Déclaration des droits humains qui est quand même la clé de voûte juridique et constitutionnelle de la France comme de l'Europe. Les Européens ne peuvent plus admettre la guerre que donc purement défensive. L'offensive, la guerre de conquête est terminée, nous n'en avons plus besoin. Excepté les quelques petites guerres coloniales que continue à conduire la France et l'armée française au Mali ou ailleurs, mais pour des raisons qui sont purement capitalistiques et qui n'engagent certainement pas les intérêts supérieurs du peuple et de la nation.
Je pense que si le peuple français était consulté par référendum sur la destination, enfin les engagements éventuels de l'armée, on n'aurait rien foutu, on serait pas allé en Syrie, on serait pas allé en Libye, on foutrait le camp du Mali. C'est donc encore une fois, et pour la dernière fois, donc voilà, une volonté belliqueuse qui a permis d'accentuer l'union et l'intégration des peuples d'Europe. Il y a eu plusieurs précurseurs et fondateurs de ce phénomène. De ce phénomène que voilà, c'est une volonté guerrière et belliqueuse de puissance et de domination qui ont permis de faire avancer l'Europe vers davantage d'unité et d'intégration. Ce qui est en soi effectivement un facteur de paix, ça c'est évident. De paix, de confraternité, de connaissance de soi et de respect de soi, et donc du coup de connaissance des autres et de respect des autres. C'est-à-dire les bases et les fondements de toute réflexion politique possible. Mais en termes de précurseurs ou de fondateurs à l'Europe, il est communément retenu trois personnages, qui sont évidemment Jules César, Charlemagne et Napoléon. Jules César qui a créé l'Empire romain grâce à l'intégration des Gaules. L'Empire romain commence avec la conquête de la Gaule, et qui a eu beaucoup plus d'importance qu'on ne l'a cru jusqu'alors. Bon, ça, j'aurai l'occasion d'y revenir. Charlemagne, 800 ans plus tard, qui a relancé l'Empire romain, mais sous le couvert du coup de l'Église romaine, mais qui avait pour seul projet que de reprendre et continuer l'Empire romain à son propre compte. En acquérant pour le coup une relative maîtrise territoriale, donc sur les Gaules, une partie des Allemagnes et une partie des Espagnes. Et puis encore 1000 ans plus tard, Napoléon Ier, qui lui a tenté de bâtir son propre empire, ou plutôt une France impériale, qui s'étendait elle aussi sur une partie de l'Espagne, de l'Allemagne et de l'Italie. Mais le point commun de ces trois hommes fut leur infatigable activité, parce que c'était des activistes et des aventuriers purs et durs. Il n'y avait pas de réflexion, de théorie ou d'idéal qui tiennent. Leur exceptionnelle vitalité, voilà, guerrière et conquérante, de grands chefs de guerre, sans arrêt sur la brèche, toujours en campagne, pour imposer la logique centralisatrice et unificatrice d'un organe de pouvoir unique sur une étendue maximale de territoire. César, Charlemagne, Napoléon, s'ils ont fait l'Europe, l'ont faite malgré eux, comme en tant qu'instrument d'une volonté supérieure qui pourra être désignée comme divine ou providentielle. Mais c'est le sens d'une remarque qu'a faite René Guénon à propos du rôle ésotérique de Jules César. Une manière de dire que ce projet avait été non pas seulement permis, mais voulu par le ciel, et qui visait l'union et l'unité de l'Europe d'abord, et puis du monde ensuite. C'est donc la même volonté guerrière et impériale, conquérante et à visée hégémonique, celle des États-Unis cette fois, qui a entraîné la création de cette CECA, avec pour seule justification possible évidemment celle de faire la paix, de créer les conditions d'une paix perpétuelle en Europe et de rendre la paix impossible entre pays européens. Cela d'autant plus que effectivement l'entreprise hitlérienne des années précédentes, d'une Allemagne impériale dominant l'Europe et le monde, avait définitivement ruiné toute tentative de refaire l'Empire ou d'unifier l'Europe par les armes et par la force. Seul un projet basé sur la paix et motivé par la paix avait une chance de passer auprès des Européens. Ce que Dean Axon et la CIA ont fait en collaboration avec Jean Monnet, et par l'intermédiaire de Robert Schuman, simple pion, idiots utiles de l'impérialisme US, et néanmoins vecteur malgré eux de la dynamique cyclique d'union et d'unité entre les peuples. Dynamique cyclique, je raisonne en termes en l'occurrence ici de cycle cosmique, puisque cette marche à l'union et à l'unité de l'Europe d'abord et du monde ensuite, elle est inscrite dans le programme cosmique ou zodiacal de l'ère des poissons. Qui a duré 2000 ans et dont nous sommes en train de sortir. Mais dont nous sommes en train de sortir avec effectivement pour héritage cette Europe à la con, là, qui n'est pas terminée et qui tend à ce but-là d'union et d'unité, ça c'est clair. Moi, j'essaie d'expliquer que les moyens pour y arriver, effectivement, n'étaient pas délibérés ni assumés. Puisque ce sont des motivations intermédiaires inverses à la paix, qui ont permis de promouvoir, d'instaurer la paix en Europe, parce que c'est la volonté guerrière des Américains face à la volonté guerrière des Russes, qui a permis de souder les Européens dans l'idée et le constat que puisque tout le monde veut la guerre, nous on va vouloir la paix, puisque c'est comme ça. Et ça, mine de rien, ça a de la gueule, et je pense que ça explique pas mal de choses en positif.
Mais bon, bref. Donc c'est passé par des pions et des clampins et des larbins comme Monet ou Schumann. Bon, Jean Monnet, avant la guerre, il était quand même trafiquant de gnôle. Hein. Le mec était de Charente. Les alambics, ça le connaissait. Pendant la prohibition aux États-Unis, le mec a trafiqué de l'agneau. L'idéalisme des marchands, ah oui, le commerce pour sauver le monde et tout et tout. Bref. Mais voilà, donc il est frappant que voilà, la volonté belliqueuse des Américains dans leur affrontement avec les Russes et l'Empire soviétique a abouti à la création d'une Europe pacifique en posant comme impératif stratégique et moral, hein, c'est ça ou rien, l'instauration de la paix perpétuelle en Europe. C'était un double tranchant évidemment d'un point de vue tactique puisque ce pacifisme même empêchait les Européens de se révolter contre la mainmise américaine sur l'Europe. À l'exception du général de Gaulle, hein, jusqu'à ce que le général de Gaulle foute les Américains dehors en 66, hein, qu'il évacue les bases américaines et otanesques du territoire français. Ce qui a entraîné du coup les manœuvres de la CIA pour les faire péter mai 68 dans la gueule et puis précipiter son départ. Parce que de Gaulle, oui, lui voulait la paix, mais pas par le commerce. Lui voulait la paix appuyée sur une puissance dissuasive en l'occurrence et défensive pure, mais de nature à empêcher les autres de nous faire la guerre, ce qui par nature entraîne la paix. Hein, bon, il n'avait pas tort non plus. Mais cet objectif de paix a échoué cependant, enfin relativement. Hein, la guerre d'ex-Yougoslavie quand même, en 91-95, a illustré la faillite du coup politique d'une Europe, mais qui n'est pas politique, incapable de répondre à un conflit dont elle avait pourtant toutes les clés, et en se laissant imposer par l'OTAN et les Ricains une gestion de crise aussi calamiteuse que possible, avec donc l'agression militaire contre la Serbie en 1999. Véritable intrusion militaire étrangère et grossière ingérence américaine en terre européenne pour les intérêts atlanto-mondialistes, alors que l'Europe aurait pu et aurait dû mobiliser une force européenne avec des troupes de différents pays, hein, des pays limitrophes de la Yougoslavie, pour intervenir et faire cesser les combats en application des principes du droit naturel et des droits humains. L'Europe s'est ridiculisée, l'Europe s'est humiliée en ex-Yougoslavie. Moi je me rappelle que il y a eu 2 fois dans ma vie où j'ai eu honte d'être français, mais honte de mon pays. L'une d'elles, c'était le 24 mars 99, quand j'ai vu dans la rue les titres des canards qui disaient « L'OTAN a frappé ». L'OTAN a frappé qui? La Serbie, mais sous-entendu pourquoi comment? Avec l'accord et l'aval de la France, et donc la participation d'unités de l'armée française. Donc quelques années plus tard, je suis allé faire un tour en Bosnie-Herzégovine, en 2005. Bon, il s'avère que les pilotes français, donc engagés là-bas en Serbie en 99, ont envoyé au maximum leurs bombes et leurs missiles dans des lacs et des rivières parce qu'ils refusaient de frapper les cibles serbes. Et que l'armée française, effectivement, a quand même pas passé pas mal de temps à torpiller ou à ignorer les consignes et les ordres de l'OTAN, de manière à plus ou moins favoriser les Serbes, leur foutre la paix, ou les laisser faire ce qu'ils voulaient. Ce qui n'était pas forcément une bonne idée non plus, parce que t'as beau faire ça pour honorer l'amitié franco-serbe, bon ok, super. L'amitié franco-serbe, elle aurait consisté à s'acheter une paire de couilles et puis à rester à la maison plutôt que d'aller s'engager militairement sur un théâtre dans lequel on avait rien à foutre. Mais si ce n'est pour, à partir du moment où nous y étions allés, si ce n'était pour honorer pour le coup les valeurs juridiques de l'Europe et de la France, et non pas une vieille politique de puissance stupide qui remonte à l'époque de l'amitié avec la Serbie, c'est-à-dire début XXe siècle, hein, c'était quand même un peu anachronique. Et je pense que l'armée française se serait davantage honorée en essayant d'appliquer un petit peu le protocole juridique qui fonde nos valeurs, en mettant hors d'état de nuire par exemple les snipers serbes qui butaient des gamines dans les rues de Sarajevo, plutôt que de saboter les ordres de l'OTAN pour permettre à ces gros comptes serbes planqués sur un toit d'immeuble de flinguer des gosses qui courent dans les rues pendant le siège de Sarajevo, tu vois. Encore une fois, il va falloir faire des choix entre la puissance et puis l'honneur juridique, l'honneur chrétien, l'honneur français, qui consiste à sauver des vies quand on peut le faire et à empêcher les autres de massacrer des vies sans raison quand on peut le faire aussi, quoi. Ça, alors là, s'il aurait resté quelque chose de l'esprit chevaleresque français, hein, qui est quand même notre spécificité entre toutes, là, il y a une occasion qui a été ratée, les gars, tu vois. L'Europe est donc un projet encore en cours, hein, et qui a posé donc des principes transcendants, voilà, hein, juridiques, hein, mais encore inappliqués, car soi-disant inapplicables, oui et non. Mais ces principes sont d'abord trahis par ceux-là même, hein, qui ont prétendu avoir pour mission de les incarner et de les appliquer.
formant alors si vraiment ils essayaient d'appliquer ça, effectivement, cela ferait d'eux, effectivement, comme une autorité spirituelle digne de ce nom, hein. Genre, l'autorité spirituelle, elle est plus chez les religieux, elle est plus chez les curés, elle est plus dans les églises. On la retrouve vaguement sécularisée, laïcisée chez les scientifiques, hein, les mecs en blouse blanche. Attention, c'est des docteurs, c'est des prêtres, c'est des maîtres. Ou alors en robe noire, comme les grands magistrats ou les membres du Conseil constitutionnel qui sont surnommés les sages. Comme si c'était des prêtres et des gens éclairés spirituellement, puis qui formaient effectivement la hiérarchie spirituelle et l'autorité morale de notre pays, tu vois. C'est un peu ça l'idée. C'est intéressant d'avoir préservé cette espèce de petite tripartition, effectivement, entre l'autorité spirituelle, le pouvoir temporel, et puis toute la sphère productive, artisanale, économique. Bon, cependant, un magistrat, c'est pas un prophète. Et puis un connard en blouse blanche, que ce soit en général ce sont des fils de pute qui sont soumis, hein, féodés aux laboratoires pharmaceutiques, qui sont vraiment les pires ordures et les pires raclures sur Terre à l'heure actuelle. Comme autorité spirituelle, là pour le coup on est en pleine inversion et en pleine caricature satanique, hein. C'est vraiment les pires, les plus mauvais, les plus néfastes et les plus sordides à qui on a confié, mais la charge de l'autorité de par leur expertise, n'est-ce pas, expertise qui consiste effectivement, qui aboutit à des horreurs légales, qui sont une honte pour la France et pour la République, mais d'obliger légalement à foutre honte, injection dans le corps des bébés avant l'âge de 11 mois, quoi. Honte, quoi. Donc ça c'est pas français, c'est pas chrétien, et ça n'a rien de sage, et ça n'a rien d'éclairé, c'est un scandale, c'est un crime, c'est une honte, quoi. Point barre, quoi. Du coup, à la place, je reprends le fil. C'est un peu comme si on avait confié du coup la garde du poulailler à un renard en lui demandant de garantir les droits fondamentaux des poules. Le renard a dit bah ouais, bien sûr, avec plaisir. Puis depuis il se gare avec les poules, tiens. Même chose en Europe. La mise en œuvre de nos principes juridiques a été confiée en quelque sorte à des renards, ou a été accaparée, si l'on préfère, ça revient au même, par des renards, des carnassiers purs et durs comme Jean Monnet, ou au mieux à des chiens comme Robert Schuman, c'est-à-dire des politicards sans âme, sans foi ni loi, serviles et prêts à ramper devant les plus forts du moment. Résultat, ils exploitent les individus et les peuples et massacrent leur dignité, leur identité, leur histoire et leur culture, à grands coups de libéralisation forcenée et de dogmatisme ultralibéral, destructeur et dissolvant. Dissolvant des peuples et puis dissolvant des individus, parce qu'encore une fois, leur culte de la picouse et toutes ces horreurs pseudo-médicales, ça sert un peu à dissoudre aussi l'intégrité humaine et la dignité humaine, mais de l'intérieur, tu vois, en s'attaquant aux cellules, en s'attaquant à l'ADN, une bonne charge de putain de mépris et de haine de l'humanité derrière ces politiques-là. On a proclamé le droit naturel et les droits humains, mais les dirigeants n'en ont rien à foutre et n'agissent que d'une manière contraire au droit naturel et dans la négation systématique, le mépris pur et simple des droits humains. Qu'est-ce que cette putain de fausse crise sanitaire de merde et sa gestion totalitaire de merde a montré d'autre ? Cette incohérence explique tout, l'inanité, la vacuité, la vanité d'une Europe que les Slaves et les Russes regardent avec raison comme suicidaire. Et le dilemme, pour les peuples, entre l'adhésion au principe de droit naturel, qui va de soi, le vieux fond individualiste qui était déjà celtique nous y invite, cette adhésion au droit naturel chez les Européens, moi elle me paraît assez spontanée, puisqu'elle est inscrite dans notre héritage, donc à la fois chrétien et païen. Encore une fois, le vieux fond individualiste qui était déjà celtique, qui spécifie quand même pas mal lui aussi l'âme européenne, tiens. Donc voilà, il en résulte le dilemme pour les peuples entre l'adhésion spontanée au principe du droit naturel, qui sont naturels chez nous, et le refus d'une politique stupide et aberrante et suicidaire, et traîtresse, soumise au projet totalitaire des forces de la finance mondialiste. Trancher ce dilemme, c'est sauver l'Europe, mais aussi sauver le monde. Parce qu'il me semble que le monde entier a d'ores et déjà acté le fait que l'Europe était en train d'accoucher d'un modèle politique nouveau, animal politique non identifié, comme disait Jacques Delors, qui a les couilles, le courage et l'honneur de mettre le juridique au-dessus du politique et de mettre l'honneur au-dessus de la puissance. L'honneur, c'est quoi ? C'est la fidélité à nos valeurs, nos principes, d'accord ? Donc tu ne feras pas autrui ce que tu veux pas qu'il te fasse, ça c'est la base, je vais y revenir. Ce qui passe évidemment, le monde entier a déjà effectivement acté le fait que l'Europe était en train, donc voilà, un modèle politique non identifié, en train d'accoucher d'un modèle politique nouveau, un peu plus marqué verso que poisson, tu vois, qui tienne enfin en respect les forces libérales et mondialistes pour bâtir un modèle social digne de ce nom.
Ce qui passe évidemment par la prise en compte de la parole populaire. Ça, faudra en passer par là. La prise en compte de la parole populaire, la seule souveraine, hélas étouffée et méprisée par les gouvernants, avec pour seule et notable exception le référendum de 2005, mais qui a bien montré de que l'Europe voulait, les Français en l'occurrence, une Europe sociale et non libérale. Et une Europe des nations plutôt qu'une pseudo-fédération administrative et réglementaire, c'est-à-dire bureaucratique et puis corrompue en plus. Autrement dit, faire l'Europe pour de vrai, ce qui ne veut pas dire de dissoudre et bousiller l'État et la nation dans le merdier actuel, une espèce de magma qui ressemble à rien. Cela implique au contraire une république, pour notre part, hein, parce que nous sommes en république, une république assurée et assumée. Assurée et assumée. C'est-à-dire dans laquelle le sommet de l'État obéit à la base, à la parole populaire. Le général de Gaulle avait doté la 5e République, qui existe encore, jusqu'à plus amples informés, d'une constitution qui tenait la route. La constitution de la 5e, donc du 4 octobre 58, se distingue quand même par le rapport direct entre le peuple et le chef de l'État, que ce soit par l'élection au suffrage universel direct ou par le référendum. Qu'est-ce qu'il en reste? Que dalle. À part les principes. Quelqu'un écrivait en 93, nos 4 premières républiques sont mortes dans les guerres, civiles, européennes, mondiales. La 5e n'a que l'embarras du choix. La romaine, elle, avait accouché d'un empire. Oui, bon, la République française aussi a accouché d'un empire, la première. Et si l'empire matériel de Napoléon n'a pas duré longtemps, en revanche, l'empire intellectuel ou spirituel de l'esprit républicain et révolutionnaire, lui, n'a cessé de s'étendre chez les peuples européens. L'Europe actuelle découle d'ailleurs largement de ces idéaux répandus dans toute l'Europe par les armées de Napoléon, idéaux qui figurent dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne depuis. Donc il y a eu la guerre et l'empire matériel au profit des banquiers, des bourgeois, des possédants et de tous ces gros cons. N'empêche que ces guerres-là et cet empire-là ont été faits aussi et par les peuples et pour les peuples, au nom de ces idéaux-là, de liberté, de justice, de vérité, de solidarité, de fraternité et ainsi de suite. C'est de là que vient l'Europe, et c'est vers là que va l'Europe. Ça c'est définitif. Donc un banquier au monde ne pourra jamais s'y opposer, qu'il aille se balader sur Mars ou sur la Lune, on en a rien à foutre, il sert à rien les mecs. Caduc, périmé. Terminé, tu dégages. Le général de Gaulle appelait la 5e République cette sorte de monarchie populaire, le seul système compatible avec le caractère et les périls de notre époque, dans une lettre à son fils en 61. Cela implique, monarchie populaire, cela implique un rapport de confiance et d'obéissance réciproque entre le monarque et le peuple. Réciproque. Un proche du général de Gaulle à l'époque, qui était Jean Lacouture, a pu dire que la constitution de 58 conduit au cœur du gaullisme, c'est-à-dire le passage de l'individualisme matérialiste à la primauté d'un collectif idéalisé. C'est le collectif qui prime sur l'individualisme. Quand il y a une cause commune qui transcende les intérêts privés, les intérêts privés ferment leur gueule, et tout le monde se bat pour la cause commune. Encore faut-il être capable de définir une cause commune, que le collectif tout entier puisse assumer, soit d'accord pour assumer, et soit d'accord pour en confier la gestion à tel ou tel autre, réputé ou estimé meilleur que les autres pour cette fonction-là. Et à charge pour lui de rendre des comptes ensuite. Voilà. Donc ce collectif idéalisé, la souveraineté populaire et nationale existe toujours, sauf que ce n'est représenté désormais que par lui-même. La souveraineté populaire est autonome, elle n'a pas de représentant, elle n'a pas d'écoute. Donc pour l'instant elle fonctionne en vase clos, mais ça n'empêche pas qu'elle est. La souveraineté nationale, évidemment, c'est le peuple, elle appartient au peuple. C'est la parole populaire qui constitue la nation. La souveraineté appartient au peuple et sûrement pas à ses représentants, qui n'ont fait que trahir la parole populaire. C'est que la souveraineté du peuple, sous la monarchie comme sous la République, a toujours été décisive, sauf exception, quand l'autorité politique s'est sentie obligée de passer outre les volontés populaires. Ça s'est arrivé aussi, pour des bonnes ou des mauvaises raisons du reste, mais c'est arrivé aussi. La décision ou l'autorité proviennent du peuple. Les décisions sont prises par le chef, mais parce que le peuple le dit, et oh, il serait peut-être bien de faire ça, là, tu vois pas. Ah oui, d'accord, ok. Bon, je décide que, ouais, c'est bien. C'est la démocratie directe. La seule, la vraie et l'unique,
Il n'y a de démocratie que comme ça, hein, quand le peuple exerce directement le pouvoir par lui-même et pour lui-même. L'autorité du chef ne peut reposer que sur le consentement, au pire et au mieux, la volonté populaire. Si le peuple n'est pas d'accord, le chef ferme sa gueule et obéit au peuple. L'obéissance en politique ne peut pas être unilatérale. Elle est partagée, réciproque et va dans les deux sens. Sinon c'est de la dictature. Hein. L'un des critères d'un État en bonne santé, ça reste quand même un peuple en bonne santé. Santé physique, mentale et morale, hein, j'entends. Au point de vue de l'anthropologie juridique, par exemple, comme nous l'enseignent les sociétés traditionnelles, passées ou actuelles, le pouvoir doit servir la société, et non l'inverse. L'État est au service du peuple. Comme l'avait déjà noté Nicolas Berdaïev, l'État n'a de sens que pour autant qu'il crée les conditions du vouloir vivre ensemble en faisant participer à la vie publique tous les membres du corps politique, tout en étant le garant de l'ordre des autonomies. L'État, son boulot, c'est de faire en sorte que tout le monde aille bien, mais c'est pas de se gaver sur la gueule des gens. Ou au contraire, même au pire, de tout faire pour leur pourrir la vie et les empêcher d'exister. Espèce d'ordure. Donc cette inversion, cette caricature totale et absolue du rôle normal et des valeurs ne pourra pas durer bien longtemps. Là aussi, c'est logique. Hein. Sauf que la souveraineté populaire, non, la théorie c'est ça, hein. L'État est au service du peuple. La souveraineté populaire dans les années où la bourgeoisie prend le pouvoir en France, sous la Révolution, hein, dans les années 1791-92, la souveraineté populaire a été trahie et violée par les dirigeants qui ont inventé la souveraineté nationale pour dissimuler le fait qu'ils s'étaient arrogés pour eux seuls l'exercice de la souveraineté au détriment du peuple. L'artifice qu'ils ont utilisé pour effectuer ce coup d'état juridique et constitutionnel, c'est bien évidemment la déclaration des droits, censée garantir la souveraineté du peuple, mais qui, par de subtils choix sémantiques, a inféodé la souveraineté populaire à celle des élus et des représentants, auxquels a été attribuée en exclusivité la souveraineté, non plus populaire, mais cette fois nationale. Le mot nation a été utilisé pour ça, hein, pour récupérer la souveraineté du peuple et la transférer du peuple à un petit groupe de connards qui a prétendu porter, honorer et exprimer la parole de la nation, du coup, mais qui n'a fait que la trahir et la mépriser. Souveraineté populaire, la seule, la vraie et l'unique. Souveraineté nationale, la fausse, la voleuse, la vendue. Car cette souveraineté nationale a été tout de suite mise au service de la puissance capitalo-mondialiste. Et cependant, le peuple n'en reste pas moins, qu'on le veuille ou pas, le seul souverain légitime dans son pays. Puisque seul ce peuple sait ce qui est juste et bon pour lui. Rien ni personne sur Terre n'est censé arriver devant quelqu'un en lui disant « Mais dis donc, tu fais quoi là, c'est pas bien, faut que t'arrêtes, essaye plutôt de faire ça, tu verras, ça ira mieux. » Bah non, ça c'est juste pas possible. C'est donc au peuple d'exprimer ses choix afin que sa parole soit peu à peu traduite en actes, y compris en actes législatifs et exécutifs. On va bien finir par y venir à ça, tiens. Pour l'heure, le paradoxe est que l'affirmation des droits humains permet aux dirigeants de renier la souveraineté populaire au motif que la parole populaire peut s'opposer aux droits humains. Ce n'est que pure hypocrisie, puisque les droits humains sont d'une application tellement vaste et complexe que le jugement et le règlement cas par cas sont impossibles. Les compromis sont donc inévitables, et au surplus, c'est tout simplement sa liberté, inaliénable et imprescriptible, que le peuple manifeste quand il exprime une aspiration, y compris quand cette aspiration implique de restreindre ou de s'opposer à la liberté de tels individus ou de tels groupes d'individus. La souveraineté est bien évidemment inscrite et encadrée dans un territoire sur lequel s'exerce la souveraineté de ce peuple-là. Donc tout ce qui relève de ce territoire-là relève de la souveraineté de ce peuple-là. Et certainement pas de la souveraineté de connards qui siègent ailleurs que dans ce territoire-là, et qui te disent ce que tu as à faire dans ton territoire au nom de valeurs que eux-mêmes n'appliquent même pas d'ailleurs dans leur propre sphère de pouvoir. D'accord ? Il en découle que le caractère universel des droits humains, hein, évidemment, les droits humains sont universellement vrais. Moi je suis d'accord pour dire que voilà, mais tout le monde sur la Terre est libre et égal en droit. Mais le caractère universel du coup des droits humains, donc qui est évident en théorie, s'avère pratiquement inopérant, car les conditions de mise en œuvre de ces droits ne sont pas réunies de manière universelle. C'est aussi simple que ça, hein. Tout le monde n'a pas les mêmes façons de vivre et les mêmes niveaux de vie, les mêmes qualités de vie de part et d'autre de la Terre. Ce qui fait que les mêmes droits ne sont pas directement applicables de la même manière. C'est aussi con que ça, hein. N'importe qui peut s'en apercevoir, ça. Même les connards qui envoient des bombes, hein, soi-disant, pour faire appliquer les droits. Putain d'enculé, quoi. Réunir les conditions pour mettre en œuvre les droits humains, cela implique évidemment de prendre les individus comme ils sont.
C'est-à-dire non pas des humains abstraits, édulcorés, sans origine ni passé, mais comme des humains réels, charnels, enracinés, quoi. Les droits humains sont universels en théorie, mais communautaires en pratique. L'un des fondateurs de la science politique et juridique moderne, Ioannis Althusius, disait bien que les droits humains, quelle que soit leur portée universelle, provenaient d'abord et avant tout de la communauté humaine, ou des humains en communauté, c'est-à-dire du peuple. Ainsi, la dimension globale ou universelle des droits humains ne peut-elle exister qu'à partir de la dimension locale et communautaire des humains dont il s'agit. Le droit et la politique ne concernent pas des individus hors contexte, abstraits, séparés les uns des autres, sans culture et sans histoire, anonymes et interchangeables. Ça c'est le fantasme capitaliste qui ne rêve que d'une humanité de zombies tous identiques et réduits à l'état de sous-hommes, y compris à grands coups de saloperies et de poison sous-cutanés. C'est ça leur but. La réalité c'est pas ça. La réalité, c'est que les droits humains ne peuvent concerner que des individus qui vivent déjà en communauté, qui ont déjà un héritage, une histoire, une culture et des valeurs, qui ont déjà un héritage collectif particulier et dont il faudra tenir compte si l'on veut y voir appliquer les droits humains. Et puis mieux tu en tiendras compte, et puis mieux les droits humains seront investis, institués, vécus et incarnés. Ça c'est clair et net. Les droits humains sont universels en théorie, mais ne peuvent l'être en pratique que si les humains sont considérés de manière non pas théorique, mais pratique. C'est-à-dire comme des êtres de culture et de mémoire, porteurs d'un héritage et d'une identité spécifique, dont la préservation et la valorisation, du reste, sont une condition sine qua non si l'on veut mettre en œuvre les droits humains. Tant que les droits humains restent désincarnés, purement idéaux, ils ne sont rien, ils ne servent à rien, ils n'ont de sens et de valeur qu'en regard d'humains réels, incarnés, enracinés, encastrés dans un continuum culturel et historique qui est inaliénable lui aussi et qui fait partie du patrimoine mondial de l'humanité du reste. On voit dès lors comment a fonctionné la ruse mondialo-humanitaro-mondialiste, promouvoir des droits humains purement théoriques et idéaux d'une part, tout en effaçant, en insultant, en méprisant et en détruisant d'autre part toutes les caractéristiques et les spécificités des humains auxquels ces droits étaient censés s'appliquer. Détruire le réel pour imposer un idéal, détruire la réalité pour imposer à la place une réalité idéale, remplacer ce qui est par ce qui devrait être. Logique habituelle de la mentalité luciférienne européenne, pervertie et dévoyée par cette mentalité satanique, uniquement soucieuse de se venger du monde et de la vie en les foutant par terre par tous les moyens possibles. Autre erreur stratégique, autre carence fatale de cette Europe. Son ignorance des peuples et des cultures. Qu'elle aurait dû valoriser au lieu de les ignorer, en les arrosant au karcher d'acide sulfurique libéral et capitalo-mondialiste. Qu'elle aurait dû valoriser au lieu de les ignorer, de les faire détruire et puis de les insulter, au prétexte de racisme ou de fascisme, bande d'enculés, quoi. C'est vous les fachos et les racistes. C'est ceux qui veulent détruire les races au nom du métissage et de la paix, qui sont les vrais racistes. Ils détestent tellement les races qu'ils veulent les supprimer, tiens. Faut choisir. T'aimes bien la différence ou tu veux les supprimer, en fait? Il va falloir choisir là aussi. Non seulement l'Europe n'a pas pris en compte les spécificités nationales, mais elle les a ignorées en les livrant au ravage d'un capitalo-mondialisme débridé qui utilise entre autres les flux migratoires, voire qui les organise lui-même, pour détruire les peuples et détruire l'Europe, non seulement de manière culturelle, mais aussi de manière physique et raciale. Face à cette erreur et à cette carence, je rappellerai ce que René Guénon écrivait à propos d'un projet de Joseph de Maistre pour l'union des peuples, en expliquant comment une telle union pouvait se faire. Sans prétendre aucunement nier ou supprimer les différences et les particularités nationales, dont il faut au contraire tout d'abord prendre conscience aussi profondément que possible. Il s'agit de restaurer l'unité, supranationale plutôt qu'internationale, de l'ancienne chrétienté, laquelle reposait déjà sur les mêmes valeurs que le droit naturel, c'est-à-dire le message évangélique dans ses grandes lignes. Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'ils te fassent. Ça suffit. L'union telle que l'envisage Joseph de Maistre doit être accomplie avant tout dans l'ordre intellectuel. Il ne peut y avoir de véritable entente entre les peuples, surtout entre ceux qui appartiennent à des civilisations différentes, que celle qui se fonderait sur des principes au sens propre de ce mot. Sans cette base strictement doctrinale, rien de solide ne pourra être édifié. Toutes les combinaisons politiques ou économiques seront toujours impuissantes à cet égard, comme l'Union européenne l'a bien montré, non moins que les considérations sentimentales, comme le discours humanitaire et droit de l'homiste l'a bien montré aussi. Tandis que, si l'accord sur les principes est réalisé, l'entente dans tous les autres domaines devra en résulter nécessairement. Donc le droit naturel dont découlent les droits humains a pour principe fondateur essentiel de ne pas faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent. Et voilà le principe sur lequel se mettre d'accord.
Donc accord intellectuel de nature doctrinale, selon les termes du droit naturel chez nous, hein, dont découlent les droits humains, qui est que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, que la liberté est donc réciproque, et que c'est ça qui fonde l'égalité, et ainsi de suite. Quel autre principe avons-nous en Europe sur lequel tout le monde pourra se mettre d'accord? Il y en a d'autres, hein, le principe d'identité, hein, qui consiste à respecter et à valoriser les différences et les particularités nationales et locales, comme l'avait noté Guénon, et comme à peu près tout le monde le souhaite aussi d'ailleurs. Il y a aussi le principe écologique, qui consiste à respecter et à valoriser la nature cette fois, notre milieu naturel, notre environnement naturel. C'est intéressant ça. Respecter, valoriser les cultures, respecter, valoriser la nature. Politique identitaire, culturelle, politique écologique, naturelle. Voilà, un nouveau monde s'ouvre à nous. Hein. Si Jacques Delors voulait donner une âme à l'Europe, moi je pense qu'elle est là. Hein. Il s'agit donc là de l'autre prise de conscience fondatrice et décisive, hein, qui caractérise notre Europe, qui suffit à elle seule à expliquer le grand reset dans lequel nous sommes entrés et que les mondialistes voudraient comme d'hab récupérer, reprendre à leur compte pour en faire leur infernale et satanique caricature habituelle. La prise de conscience écologique, la prise en compte du principe écologique, la mise en scène de la petite Greta Thunberg, la marionnette gaucho-bobo humanitaire dont George Soros tire les ficelles, illustre une fois encore la tendance systématique des forces noires qui dirigent ce monde à récupérer à leur profit les prises de conscience populaires et les velléités populaires. Le besoin que ces prises de conscience soient intégrées dans l'ordre juridique, politique, économique et social. C'est à cela que servent les référendums. La parole populaire doit être prise en compte sur les plans législatifs et exécutifs, sans quoi les instances législatives et exécutives perdent leur raison d'être et s'écroulent toutes seules. Ce qui est en train de se passer. La prise de conscience, alors oui, évidemment, prise de conscience écologique, à travers la petite Greta, et puis le GIEC et toutes leurs conneries de réchauffement climatique, encore une fois, ils récupèrent une réalité objective qui est l'activité solaire en forte hausse, pour en faire le prétexte, l'humiliation et le bridage des peuples que l'on accuse de ce réchauffement climatique en fait. C'est parce que tu roules en diesel, connard, qu'il y a du carbone dans l'air et puis que tout le monde meurt. C'est ça le discours. Hein. Donc ça, ils vont se le foutre au cul, ces enculés, c'est sordide, c'est ignoble. Il y a un physicien italien, là, Antonio Zichichi, qui dit à peu près que le réchauffement climatique dépend du moteur météorologique, dominé par la puissance du soleil. Les activités humaines affectent ce niveau de réchauffement climatique de 5%. Les 95% restants dépendent plutôt de phénomènes naturels liés au soleil. Attribué aux activités humaines, le réchauffement climatique est sans fondement scientifique. Greta Thunberg, tu devrais continuer d'aller à l'école. Voilà. La prise de conscience écologique, donc voilà, hein, qui outrepasse ces mises en scène là stupides, mais la prise de conscience écologique, là, ce dont je vous parle, c'est pas qu'il fasse 0,5 degrés par an ou par siècle d'ailleurs, on en a rien à foutre. C'est le fait que la nature est détruite, qu'il n'y a plus de ressources, que les sources et les nappes phréatiques sont dégueulasses, salopées, que l'élevage industriel et l'abattage industriel est une horreur sans nom à laquelle il faut mettre un terme, ça c'est clair, que l'agriculture intensive est une horreur, est une aberration sans nom, y compris scientifiquement, parce que là aussi ils empoisonnent exprès, ils intoxiquent exprès les sols, les plantes et les humains, hein. Tout ça est parfaitement conçu et délibéré, hein, la guerre secrète contre les peuples, c'est pas nouveau. Voilà, la prise de conscience écologique, c'est aussi que les virus en fait ils sortent de laboratoire, ah ouais, puis ça sert à quoi? Ça sert à vendre aux gens des saloperies qui vont les rendre encore plus cons, stupides et abrutis en leur défonçant l'ADN. Ah ouais, c'est écologique ça aussi, tu vois. La prise de conscience écologique, elle passe par là aussi, quoi. Ce n'est plus seulement politique, évidemment pas économique ou juridique, ou c'est putain d'écologique au sens propre de l'étude du milieu naturel. Mais le milieu naturel, c'est pas celui qui m'entoure, c'est aussi le propre milieu naturel que constitue mon corps, avec les enjeux liés à son intégrité et à sa santé qui vont avec, tu vois. Alors il se trouve que l'intégrité et la santé de mon corps, ça fait quand même 100 ans, on va dire, un peu plus, un peu moins, que tous les connards de fils de pute, d'enculés de merde, en costard-cravate et en blouse blanche qui dirigent ce monde et mon pays, s'y attaquent, l'insultent, la dénient, la renient, et font tout pour la détruire. Intégrité physique et morale, hein. Ils s'attaquent aux deux. Par tous les moyens. Donc, terminé ça.
La prise de conscience écologique, là, je viens de vous le dire, dépasse le cadre juridique et politique actuel, évidemment. Le système actuel, lui, ne s'en remettra pas, tout aussi évidemment. En l'occurrence, l'écologie ne peut et ne pourra pas être autre chose que l'idéologie ultime de la modernité. La dernière idéologie moderne, l'idéologie de la fin des idéologies, l'idéologie de la sortie des idéologies, celle qui permet d'en finir avec les apories et les contradictions de toute approche idéologique qui réside dans l'écart infranchissable entre le discours et les actes, ou plutôt l'incapacité, à la fois morale et technique, de se donner les moyens d'appliquer l'écologie pour de bon. Or, ce qui fonde l'écologie, sa légitimité, supérieure et transcendante à toutes les autres idéologies agonisantes issues de la modernité, c'est qu'elle s'impose d'elle-même, en fait, comme quelque chose de divin et d'implacable, mais contre lequel on ne peut rien, qui s'impose à nous, et quand je dis nous, c'est pas que les Français ou les Gaulois ou les Européens, c'est la Terre entière. Donc là, comme caractère transcendant et implacable et supérieur, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'idéologies qui peuvent en dire autant, à part peut-être celle de la défense des identités culturelles. Mais elle provient de notre initiative, le ciel à la limite il s'en fout, il laissera faire. En revanche que la terre soit détruite, le ciel ne laissera pas faire, et puis la terre ne se laissera pas faire non plus de toute façon. Donc c'est en ça que l'idéologie, c'est vraiment que l'écologie est quand même bien autre chose qu'une idéologie vulgaire et ordinaire. C'est quelque chose de global, de complet, et qui implique aussitôt une praxis de connaissance de soi et d'amélioration de sa propre santé et de son écologie individuelle, on va dire. Voilà donc quel est l'enjeu géopolitique, puisque voilà, c'est notre survie qui est en jeu, notre survie collective quasi immédiate. Voilà l'enjeu géopolitique, géostratégique ultime, de même que notre dernier idéal, s'il faut un idéal. Enjeu et idéal face auquel les droits humains ne pèsent plus grand-chose, puisque s'il n'y a plus de biotopes et d'environnement naturel dignes de ce nom, il n'y aura même pas d'humains dedans pour leur donner des droits ou pour qu'ils s'imaginent qu'ils ont des droits et puis les mettre en œuvre. Enfin, ça n'a aucun sens, c'est stupide. Il faut commencer par assurer un peu les bases et puis le contexte, quoi, tiens. En l'occurrence, la nature. Autrement dit, pas de droits humains sans droits naturels. Puisque voilà, comme je viens de vous le dire, dans un environnement malade et de moins en moins soutenable et de moins en moins vivable, les droits de l'homme n'ont plus aucun sens. Il n'y aura pas de droits humains sans droits de la nature. Il n'y aura pas de droits de l'homme possible sans la reconnaissance et le respect des droits de la nature. Il ne pourrait pas y avoir les uns sans les autres. Et comme je l'ai montré juste avant, il n'y aura pas de droits humains sans la reconnaissance et le respect des droits de la culture à laquelle appartiennent ces humains. Sans culture, pas d'individu, donc pas de droit pour affirmer la qualité ou la dignité civique et politique de ces individus. Sans nature, digne de ce nom, mise en valeur et respectée, et sans nature respectée et mise en valeur, il n'y aura certainement pas d'individus, et encore moins d'individus capables de s'affirmer comme sujet humain souverain. Bon, alors, afin d'être à peu près complet, il faut admettre aussi que l'idéal, donc c'est bien pour la cohésion et la cohérence de l'individu et des collectifs, ainsi que sa bonne santé, mais que cela reste un moyen terme. Le but, quand même, reste la connaissance de soi. Tout idéal ne vaut qu'en tant qu'il sert de jalon ou de repère à l'individu dans sa connaissance de lui-même. Le but reste la connaissance de soi envers et contre tout. C'est l'ultime objectif de cette vie humaine terrestre. Puisque de la connaissance de soi découle tout le reste. L'amour, la joie, le bonheur. Non, l'amour ne découle pas de la connaissance. Puisqu'on n'a pas besoin de connaître pour aimer. Mais en revanche, plus on connaît et plus on aime. Et mieux on connaît, mieux on aime. Ça c'est certain. C'est exponentiel. Un cercle vertueux. Krishnamurti disait, donc Krishnamurti, l'un des maîtres du XXe siècle, pour se connaître, on doit être honnête à l'extrême vis-à-vis de soi, jusqu'au tréfonds de l'être. Lorsqu'on agit suivant des principes, donc l'écologie par exemple, on est malhonnête car on agit tel que l'on pense que l'on devrait être, et non tel que l'on est. L'idéal n'est ni un fait ni une réalité, c'est ce qui devrait être, une chose située dans le futur, et qui prétend modifier ton présent. Merde. Écoutez-moi bien, oubliez l'idéal et prenez conscience de ce que vous êtes. Ne courez pas après ce qui devrait être, mais comprenez ce qui est. La compréhension de ce que vous êtes vraiment est beaucoup plus importante que la quête de ce que vous devriez être. Pourquoi ? Parce qu'en comprenant ce que vous êtes, il s'amorce en vous un processus spontané de transformation. Alors qu'en devenant ce que vous croyez devoir être, il n'y a pas de trace de changement, c'est simplement la même chose qui continue d'une autre manière. C'est clair. C'est bien vrai. Mais l'un n'empêche pas l'autre, en ce sens que comprendre ce que l'on est,
C'est même pas le meilleur, mais c'est le seul moyen de faire advenir ce qui doit être, que cela relève ou non d'un idéal. Donc encore une fois, si tu veux sortir de l'idéal, connais-toi toi-même. Et puis non seulement t'en sortiras, mais ton idéal va peu à peu se mettre en œuvre, mais à ton échelle. Pas à l'échelle de la Terre, hein, mais à ton échelle à toi. La connaissance de soi va avec effectivement la mise en œuvre de tout ce qu'il y a d'idéal et de virtuel dans notre existence pour le faire advenir un peu dans la réalité, tiens. La connaissance entraîne ça. C'est l'adéquation et l'intégration de l'individuel et de l'universel, et aussi l'intégration du coup du virtuel, idéal, et puis du réel. Mais ce n'est d'ailleurs même pas en termes d'idéal vers lequel il faudrait tendre que l'écologie se présente. Je l'ai déjà dit ça, mais comme une condition sine qua non de survie collective quasi immédiate. Ce n'est même pas un idéal que l'on devrait tout faire pour mettre en œuvre, mais un impératif technique, non seulement naturel, mais planétaire. Qu'est-ce que tu veux faire après ça, quoi? Qui s'impose à nous, que nous le voulions ou pas. Il y a là un caractère transcendant, encore une fois, de l'ordre de la contrainte la plus implacable et la plus accablante qui soit, puisque l'écologie, encore une fois, là c'est le critère qualitatif décisif qui l'a fait échapper à la tragicomédie idéologique, ne prend pas que l'humain en compte, mais la Terre entière elle-même. Là, ça change tout. Hein. Et la Terre entière en tant que sujet de droit, c'est-à-dire aussi en tant qu'être vivant, conscient et intelligent. Ça aussi c'est décisif. C'est nécessaire, puis une fois que c'est fait, c'est décisif. L'écologie n'est pas un isme, comme tous les autres idéalismes. C'est l'étude du milieu naturel. C'est un logos, c'est un discours structuré, intelligent, cohérent, et qui implique des conséquences pratiques. C'est l'étude du milieu naturel, et dès lors qu'on a constaté la dégradation du milieu naturel et que l'on s'intéresse aux causes de cette dégradation, eh bien on est amené, selon moi, à constater qu'il n'est pas si difficile que ça d'y mettre un terme, puisque nous n'avons absolument pas besoin de tous les produits et les services qui sont créés en détruisant la nature. Et au surplus que nous pouvons fort bien associer le confort et la qualité de vie sans dégrader la nature, comme ce fut le cas jusqu'alors. Et oui, les ingénieurs, là, qu'est-ce qui branle les polytechniciens? Vous êtes pas au courant, les gars? Il n'y a pas que le nucléaire dans la vie, bande de cons, quoi. Il s'avère enfin, pour conclure, que l'écologie, la prise de conscience écologique, réside avant tout et d'abord, à titre individuel, dans le contact avec la nature, en tant que force vivante et intelligente. Le rapport que l'on a soi-même avec la nature, comment l'on échange avec elle, et ainsi de suite. Tout est là puisque cela consiste à connecter l'esprit de la nature. C'est-à-dire en somme l'esprit saint, soi-même, qui exprime en quelque sorte la souveraineté cosmique ou universelle, dont notre souveraineté individuelle terrestre est une partie. Et réaliser cela, c'est réaliser l'interdépendance universelle qui relie et unit tout le monde. Puis non seulement sur Terre, mais dans l'univers. C'est retrouver l'amour et la confiance de la nature, amour et confiance réciproque et exponentielle. Voilà le sens que peut avoir un projet européen digne de ce nom, c'est-à-dire capable de mobiliser les peuples d'Europe sur un idéal commun, comprendre et connaître, préserver et valoriser la nature et sa nature. Les cultures et sa culture, mais aussi la nature et sa nature. Voilà l'âme européenne. Cela pourra aussi conduire à réaliser que pendant 2000 ans, donc les 2000 dernières années, la souveraineté a connu un passage, la souveraineté a été transférée, translatée de haut en bas, on va dire. Elle a connu un passage du divin à l'humain et du religieux au politique, de l'universel à l'individuel avant d'en arriver à fondre les deux. L'enjeu est là, d'arriver à fondre les deux en soi, point de vue religieux et politique, universel et individuel. Jadis, la souveraineté venait de Dieu et ne pouvait être vécue sur terre que par un homme investi par le ciel et chargé par Dieu d'administrer la terre et les peuples en son nom et sans limite de moyens, puisque tous les coups étaient permis, y compris et surtout les pires. T'as qu'à voir les églises. Soi-disant chrétiennes, mais en réalité sataniques. Les empires théocratiques, donc Perse, Babylone, l'Égypte, ont fonctionné ainsi. Puis les églises et les États modernes. L'État moderne a été formalisé au XVIe siècle par Jean Bodin, qui est l'un des vrais pères fondateurs de la pensée politique moderne.